That fresh morning. That fresh morning. Avec Jean-Paul ce matin sur les 104.5, on parle d'actualité internationale. Jean-Paul, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi exactement? On va parler de deux choses, parce que ce sont deux thèmes sur lesquels je reviens régulièrement ici. Il s'agit évidemment de l'étude qui avait été diffusée le 22 mai dans la revue scientifique de Lancet. Et puis, on va parler aussi du changement des accusations portées contre les 4 policiers maintenant qui avaient procédé à l'interpellation de George Floyd. Il faut savoir que jusqu'à la semaine dernière, il n'y avait que Derek Chauvin qui était inculpé de meurtre au 3e degré. Maintenant, évidemment, il y a eu un changement du motif de l'inculpation et évidemment ce n'est plus Derek Chauvin seulement qui sera poursuivi par la justice, mais également ses 3 autres collègues qui étaient présents lors de cette interpellation-là. Alors pour ce qui concerne l'étude qui avait été diffusée le 22 mai dernier sur The Lancet, c'est une étude qui avait été faite par 4 scientifiques émérites de l'université d'Harvard, donc à savoir le docteur Mandip Mehra, Frank Rutschitska, Amit Patel et Sapan Desai. Alors ces 4 scientifiques-là avaient dans l'étude qui avait été publiée dans The Lancet, qui est quand même l'une des 3 plus grandes revues scientifiques, parmi les plus prestigieuses au monde, cette équipe-là avait fait une étude, et cette étude, j'en avais parlé ici, disait que l'utilisation de l'hydroxychloroquine, la chloroquine, même associée à un antibiotique comme l'azithromycine, n'apportait aucun bénéfice dans le traitement contre la COVID-19, mais au contraire augmentait les risques de décès parce qu'il pouvait déclencher une arythmie qui pouvait entraîner la mort subite. Dans cet article qui était publié le 22 mai, avait ensuite entraîné une réaction en chaîne, une cascade de réactions, notamment d'abord au niveau de l'OMS dès le 23 mai dernier, qui avait décidé de suspendre les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Juste un jour après. Oui, juste un jour après, sur l'hydroxychloroquine et la chloroquine. Donc, les essais cliniques, c'était que tous les patients qui étaient mis sous hydroxychloroquine étaient exclus du vaste programme d'essais qui s'appelle, pas Discovery, c'est un autre, enfin, ils ont un autre programme, bref, le nom me reviendra. Ils avaient mis donc de côté tous les patients qui étaient déjà sous hydroxychloroquine, et donc ils avaient aussi demandé aux pays qui avaient mis l'hydroxychloroquine et la chloroquine en association avec des antibiotiques dans leur protocole de suspendre ces pratiques-là. Et c'est ce qui s'était passé dans certains pays. La France, notamment, avait décidé de suspendre l'hydroxychloroquine puisque le ministre de la Santé française, Olivier Véran, avait donc abrogé le décret qui autorisait l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Notre pays, le Gabon aussi, a également avait suivi cette directive de l'OMS là, en suspendant l'hydroxychloroquine, la chloroquine des protocoles thérapeutiques. Mais il s'avère que certains scientifiques, en tête desquels le professeur Didier Raoult, qui est l'un des plus ardents défenseurs de l'usage, de l'utilisation de l'hydroxychloroquine, la chloroquine, associée à l'azithromycine, dès le 23 mai, avait reçu véritablement des attaques qui étaient devenues sous le feu de la part de médecins, de scientifiques, de politiques qui lui reprochaient évidemment l'utilisation de l'hydroxychloroquine sans avoir fait de véritables études scientifiques, mais en se basant sur des données empiriques, donc sur l'observation uniquement. Et donc pour eux, c'était la preuve supplémentaire que évidemment cette étude est venue montrer que évidemment l'utilisation, donc ce protocole-là qui consiste à utiliser l'hydroxychloroquine, la chloroquine, n'était pas bon, et au contraire, il était peut-être à l'origine de la mortalité extrêmement élevée, notamment chez les gens de plus de 75 ans, qui représentaient plus des 3 quarts des personnes décédées décédées du Covid-19. Et donc, il a fallu véritablement que le professeur Raoult fasse jouer toute sa notoriété, y compris même il était prêt à sacrifier sa carrière, parce qu'il est resté droit dans ses bottes, et il a été le premier à contester l'étude qui avait été initiée par le docteur Mandip Mehra et ses collègues, en disant que les données à partir desquelles ces médecins avaient fait leur analyse étaient assez floues. Et ces données-là n'étant pas claires, il n'était pas possible pour lui déjà de prendre ça en considération. Parce que les données, il faut savoir que
en plus, c'était des données brutes qui ne donnaient pas véritablement des informations essentielles, comme j'en avais parlé ici, l'âge, le sexe, etc., le dosage d'hydroxychloroquine qui avait été utilisé, la durée du traitement, l'état dans lequel le patient avait été admis à l'hôpital pour commencer son traitement, est-ce qu'il était en détresse respiratoire ou pas. Donc, tout un nombre de critères qui sont essentiels pour véritablement comprendre si l'hydroxychloroquine avait des effets ou pas sur la santé des patients atteints de Covid-19. Et donc, le professeur Raoult avait donc fustigé ça. Et donc, d'autres scientifiques qui n'étaient pas aussi forcément des défenseurs du professeur Raoult ont eux aussi fait leur analyse et ils se sont rendus compte à l'évidence qu'effectivement, il devait y avoir un problème parce que les données... Parce qu'il faut savoir que lorsqu'une étude scientifique comme celle-là est faite, eh ben, il faudrait que les auteurs donnent la possibilité à la communauté scientifique de faire un audit et faire une contre-expertise pour véritablement s'assurer que les informations qu'ils donnent sont bonnes. Et c'est là où véritablement le problème a surgi. Parce que déjà même, il faut savoir que l'un des 4 médecins, donc Sapai Desai, lui, il travaille pour une entreprise qu'il a créée qui s'appelle Surgisphere et c'est une entreprise qui est spécialisée dans la collecte et le traitement des données médicales. C'est-à-dire que les entreprises qui ont un système d'informatisation de la prise en charge des patients, etc., donc ces données-là concernant l'état de santé de leurs patients, eh bien, Surgisphere est chargé de les gérer. Et donc, les 3 collègues qui ont demandé donc à Sapan Desai, de leur fournir ces données-là pour que eux-mêmes puissent faire une audit indépendante et parce qu'ils commençaient à être sous les critiques de la communauté scientifique qui leur demandait de faire la démonstration, notamment en montrant les données à partir desquels ils ont fait leur étude. Eux, ils ont dit que les 3 autres ont dit que, à savoir Mandib Mera, Frank Rutschka et Amit Patel, ont dit que c'est Sapan Desai qui leur a fourni ces données-là. Et donc, eux, ils ont, sur la base de la confiance qu'ils avaient vis-à-vis de leurs confrères, ils ont traité ces données-là et ils ont fourni et ça a abouti au résultat qui a été publié dans The Lancet. Et donc, ils ont demandé tout simplement à Sapan Desai de leur fournir les données pour faire une audit indépendante, histoire que eux-mêmes aussi soient sûrs que véritablement ils ne s'étaient pas trompés. Ben, c'est là justement où Sapan Desai a dit qu'il y avait un problème, c'est que juridiquement c'était des données personnelles, donc c'était des données confidentielles et donc ils ne pouvaient pas les leur donner. Et donc, réaliser un audit indépendant n'était pas possible. Et c'est à partir de ce moment-là que ces 3 autres médecins ont décidé, ils ont écrit au journal de Lancet pour faire une rétractation. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient plus garantir la sincérité, évidemment, de l'étude qu'ils avaient fournie à The Lancet. Et il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une autre revue tout aussi prestigieuse, donc la New England Journal of Medicine, qui avait aussi publié une autre étude qui avait été faite également par ces 4 médecins-là, qui concernait l'utilisation d'anti-hypertenseurs dans le traitement de la COVID-19. Ils avaient dit que l'utilisation des hypertenseurs n'avait pas aussi d'influence sur le traitement de COVID-19. Et comme ils s'étaient basés sur les mêmes données que celles pour lesquelles ils avaient dit que l'hydroxychloroquine et la chloroquine n'avaient pas de bénéfice sur le traitement contre la COVID-19, eh bien, ils ont également écrit à la revue de New England Journal of Medicine pour se rétracter. Et donc, à partir de là, ces 2 magazines-là, qui comptent parmi les plus prestigieux au monde, ont, dès le 2 juin, fait savoir que eux-mêmes ne pouvaient plus garantir. Donc, ils ont demandé à leurs lecteurs de ne plus prendre au premier degré les éléments qui étaient contenus dans les 2 articles-là. Donc, l'article publié dans The Lancet et publié dans The New England Journal of Medicine. Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que dans The Lancet, ce sont 3 médecins qui avaient écrit pour se rétracter. Une semaine plus tard, les 4 médecins ont écrit à la revue de New England Journal of Medicine pour se rétracter. Donc, à partir de là, il était clair qu'il y avait un problème. Et c'est justement ce qui a attiré, l'attention des gens. Et là, on s'est intéressé à cette entreprise Surgisphere. Comment cette entreprise-là gère-t-elle ces données, puisque c'est à partir de des données soi-disant qu'elle gère que l'on a fait cette étude. Et on a découvert que cette entreprise avait plus ou moins des accointances, non pas seulement avec les hôpitaux, mais avec un certain nombre de groupes qui avaient des intérêts énormes, notamment des groupes pharmaceutiques. Et donc tout ça
disait que ça ne sentait pas bon. Et c'est la raison pour laquelle d'autres enquêtes sont en cours pour essayer de comprendre aussi, ça c'est extrêmement important, comment The Lancet et The New England Journal of Medicine ont pu publier des articles sans les faire passer par, si tu veux, il y a un canevas scientifique qui vient contrôler, qui vient faire une contre-expertise des données qui sont dans l'étude avant de la publier. Or là, il s'est avéré qu'il n'y a pas eu cette phase de filtrage-là, cette phase de contrôle-là, cette phase d'audit avant la publication. Directement, ces études ont été publiées. Et donc là, évidemment, on se pose des questions parce que deux revues aussi importantes, aussi prestigieuses, il faut savoir que les revues scientifiques comme The Lancet ou The New England Journal of Medicine, ce sont des revues qui ont une très grande crédibilité et une très grande notoriété dans le monde scientifique. Et donc, c'est cette crédibilité, cette notoriété-là qui est la base, qui fait leur force, et ce qui fait que, évidemment, ce sont des revues qui soient extrêmement lues dans le monde et extrêmement prises au sérieux. Mais là, cette affaire de Covid-19-là, et ces deux articles qui avaient été publiés, notamment par ces 4 médecins-là, qui se sont basés sur des données qui se sont avérées pas tout à fait net, puisque aucune audit indépendante ne peut véritablement contrôler le contenu de ces audits, de ces données-là, parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de ces données, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le dossier médical, il y a le fait que il y a le contrat entre l'hôpital et le client, parce qu'aux États-Unis ou dans la plupart des pays européens, vous signez un contrat quand vous êtes admis dans un hôpital. Et puis, il fallait s'avérer que l'entreprise Surgisphere avait la certification ISO pour montrer que c'est une entreprise véritablement clean dans le management et dans son fonctionnement. Or, ces 3 éléments-là, ils n'ont pas pu les avoir, et donc c'est à partir de ça qu'ils ont décidé de se rétracter. Et ça allait très vite. À partir du 3 juin, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Organisation mondiale de la santé est revenue à faire un rétropédalage en disant que finalement, c'est le programme Recovery, pour l'OMS. Finalement, le programme Recovery va réintroduire dans ces essais cliniques les patients qui avaient eu dans leur traitement l'utilisation, qui avaient utilisé de l'hydroxychloroquine, la chloroquine dans leur traitement. Et donc, ça aussi, et donc, ça a entraîné également que dans d'autres pays, évidemment, ceux qui avaient suspendu l'utilisation de l'hydroxychloroquine, la chloroquine, vont certainement la lever. En France, il faut savoir que déjà le professeur Raoult avait dit de manière laconique qu'il ne changerait pas de protocole thérapeutique. Et il y a même une affaire en cours qui est en justice. Il y a un avocat qui a saisi la justice française parce qu'un de ses clients estime que on va lui refuser un traitement qui a fait ses preuves contre la Covid-19. Et donc, il souhaiterait que, évidemment, le décret qui avait été abrogé soit réactivé pour que lui, il puisse permettre de suivre ce traitement à l'hydroxychloroquine ou à la chloroquine. Et donc, pour lui, il a donc demandé à son avocat de saisir la justice. Donc, ça, c'est une affaire en cours. Maintenant, il faut savoir que à la suite de la publication de la publication de cet article, de ces articles, parce qu'il y en a 2 en fait, une dans The Lancet et l'autre dans The New England Journal of Medicine, ces 2 articles-là avaient évidemment entraîné une série de réactions, notamment l'usage des hypertenseurs, des anti-hypertenseurs, pardon. Ça a été réintroduit dans les protocoles, et même il y avait un nouveau protocole qui disait qu'on avait constaté que, par exemple, l'utilisation dans certains pays, face à certains patients, l'utilisation même d'antidéparasitants avait des effets positifs sur la lutte contre le Covid-19, sur le traitement contre le Covid-19. Et même là, une étude, notamment celle qui était parue dans le New England Journal of Medicine, contestait cette pratique-là. Donc évidemment, avec la rétractation, hier, The Lancet et The New England Journal of Medicine ont décidé donc de retirer ces 2 articles-là de leur colonne et ont présenté leurs excuses à l'ensemble de la communauté scientifique et à l'ensemble. Je voulais revenir sur, parce que tu as cité le nom de Dr Didier Raoult, je voulais revenir sur Gina qui a regardé l'interview de Didier Raoult sur BFM, c'est ça? BFM, oui. Avec 2 journalistes françaises. Oui, une interview C'était quoi d'à peu son près attitude? C'est quoi son attitude maintenant par rapport à ce que tu as vu, bien sûr? Quelle est son attitude par rapport à la situation?
Honnêtement, il reste droit dans ses bottes. Il a vraiment une chose qui est évidente, c'est que Raoult il mâche pas ses mots. Il a une grande gueule, mais vraiment grande gueule. Mais c'est la grande gueule du gars qui sait que ce qu'il dit, c'est vrai. Tu vois. Il y a par exemple une phrase qu'il a utilisée concernant l'intelligence, tu vois. Et il a dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on laisse aux gens le droit d'être intelligents. Il faut laisser aux gens qui sont intelligents le droit d'être intelligents. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en fait se prononce sur des questions sur lesquels ils ne connaissent pas grand-chose. Oui. Ça, là, je te fais un résumé. Oui, d'accord. Parce qu'en gros, si on demande à un Français, par exemple, de citer les 10 meilleurs footballeurs, ou même aux journalistes français de citer les 10 meilleurs footballeurs de France, ils vont les citer. Parce qu'ils disposent d'éléments et tout ça pour évaluer les footballeurs. Mais si on leur demande de citer les 10 meilleurs chercheurs, experts en santé, tout ça français, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'éléments pour les juger. Et puis, franchement, ça ne parle pas aux gens, quoi. Par contre, lui sait que si on cite, je pense qu'il a dit les 3 meilleurs chercheurs ou les 10 meilleurs chercheurs, il est dedans. Oui. Donc, faut pas, du genre, en gros, faut pas le prendre comme pour un gars qui sait pas de quoi il parle. Ça, c'est un. En numéro 2, il est bien sûr revenu sur les résultats qu'il a eu avec l'hydroxychloroquine parce que après les journalistes étaient vraiment sur tel expert a dit dans telle enquête, telle personne a dit, tel politique a dit. Et puis à chaque fois qu'on lui disait ça, il disait je m'en fous. Genre j'en ai rien à battre de ce qu'ils disent. Moi, je ne me base pas sur les théories, je me base sur des résultats. Mes résultats, ce sont les personnes qui ont guéri, ce sont des personnes dont on a pu sauver la vie parce qu'il dit lorsqu'il y a ce débat sur l'hydroxychloroquine, c'est comme si, lorsqu'ils font cette enquête, c'est comme si tu avais des gens qui arrivaient à l'hôpital qui sont malades, et puis tu leur dis, alors monsieur, vous avez le choix. D'un côté, vous avez un traitement où on sait bien que genre il y a pas d'effet, tu vois, ça ne va pas vous aider du tout parce que ça n'a aucun effet sur la maladie. D'un côté, vous avez un traitement qu'on peut vous donner, on sait que il va pas avoir de bons effets, mais on a envie de voir quand même si ça va se traiter et tout. Il dit c'est de la philosophie, tu vois, tout ça c'est que de la philosophie. Parce que si on se base sur la tendance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes en guerre. Donc en réalité, on doit réfléchir comme en temps de guerre. Et il dit, les médecins ont une politique où, j'ai oublié comment il appelle ça, je pense que c'était le tome, ou je sais pas, j'ai oublié, où chaque médecin, quand il traite un patient, il le prend comme un membre de sa famille. Oui, donc lui, quand il traite un patient, il n'est pas là devant le patient en train de se demander alors nous devons vérifier telle statistique, le mettre ici. Il dit non, c'est pas ça sa préoccupation. Lui, quand il est face à un patient, la seule question qui trotte dans sa tête, c'est comment est-ce que je vais faire pour lui sauver la vie. C'est la seule chose importante pour lui, tu vois. Donc tout ce qu'il y a autour là, c'est long. Bon, ça c'est vraiment ce qu'il a dit concernant sa partie. Après, ils l'ont un petit peu attaqué sur sa présence sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il fasse des vidéos. Ils sont allés chercher des bouts de certaines vidéos qu'il a faites où il disait qu'il était un peu comme le Mbappé de la santé. Enfin, ça c'est avec Pujadas. Voilà, ils sont un peu allés le gratter là-bas, le titiller là-bas. Ils ont dit qu'il faisait du populisme. Et cette partie-là, franchement, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est malhonnête aujourd'hui de dire que le professeur Raoult fait du populisme. Tu vois, il prenait un exemple simple. Il dit que les médias, en fait, l'information que nous, on envoie à nos auditeurs ce matin, c'est une information qui est déjà passée par des intermédiaires. Si, par exemple, on te dit que le ministre de la Communication a dit que, et nous, c'est sorti dans le journal, et puis nous, on le lit à la radio. Imagine le nombre d'intermédiaires entre le ministre qui a dit, et au moment où nous, on le donne à la radio, tu vois, on synthétise, on fait plein de choses, donc les auditeurs ne reçoivent pas le message en direct. Il dit, or aujourd'hui, en temps de guerre, les gens ont besoin de comprendre c'est quoi cette maladie qui leur tombe dessus, qui tue leurs parents, qui paralyse le monde et ainsi de suite. On n'a pas le temps d'avoir des informations du genre light là que les médias envoient et ce genre de choses, tout en sachant que, étant donné que lui, son secteur n'est pas vraiment
n'est pas facile à expliquer, c'est pas très médiatisé non plus. Donc, Oui, ils n'ont c'est pas clair. accès aux médias. Donc, lui, il dit que sa politique à lui, c'est d'envoyer l'information directe aux gens. C'est-à-dire que ça part de l'expert, du scientifique directement à la personne. Il le leur explique parce que les gens ont des questionnements, ils ont besoin de savoir. Et à ce niveau, ça n'a rien à voir avec la politique et autres. Et il a été désolé de voir que, par exemple, quand lui, il a proposé l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ben, Trump directement a sauté dessus, tu vois, et il l'a pris, et lui dit qu'il n'a rien à voir avec Trump, tu vois, la politique, c'est un scientifique, quoi, il n'est pas dedans. Sauf que les anti-Trump ont dit que non, si Trump prend le traitement du gars là, ne prenons pas aussi. Donc ils ont emmené la politique dans quelque chose qui est scientifique et quelque chose qui est médical et qui pourrait sauver des vies. Ouais. Donc il s'est un peu désolé de ça. Après, les journalistes, mais à un moment donné aussi, tu vois, je ne vais pas dire que c'est parti un peu à l'affrontement, mais elles l'ont vraiment poussé, tu sais, Ah bon? les sortes d'interviews où on te dit des trucs pour, voilà. Donc à un moment, il disait par exemple, taisez-vous, laissez-moi répondre. Tu vois, des trucs comme ça. Il y a des sites français qui ont fait des articles, genre Didier Raoult remet une journaliste de BFM à sa place, ce genre de choses. Parce qu'elles l'ont vraiment, à un moment donné, vraiment poussé à bout. Comme à un moment, elle a posé une question qui était... Franchement, ça n'avait pas son intérêt. Et puis il lui a dit, mais j'en ai rien à foutre, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Tu vois, et pour une interview qui passe à BFM, genre Didier Raoult, les gens étaient genre, ah ok, d'accord. Tu vois, des trucs comme ça. Il disait, ouais, vous venez me faire des interviews, vous faites des questions, vous mettez les arguments, vous apportez les réponses, vous faites la conclusion et vous me dites ça. Vous voulez que je vous réponde quoi, puisque vous avez déjà tout dit. Tu vois, c'était un peu bête. Donc c'était vraiment le genre d'interview où ils ont poussé. Où ils ont poussé, mais il y a des choses intéressantes à retirer de là-bas. Ce que je retiens, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a une... Mais j'ai l'impression que Jean-Paul Lafrance tourne autour de lui maintenant. En moins d'une semaine, il a fait 2 grandes interviews, une avec David Pujadas et là avec les 2 journalistes de BFM qui n'est pas une très petite chaîne pour la France. C'est, je crois, que la première chaîne en termes d'information en France. En fait, dans tout ça, ce qu'il faut retenir, je reviens à quelque chose que un grand savant africain disait, Cheikh Anta Diop, c'est que la science ne ment pas. D'accord ? Et le professeur Didier Raoult fait la démonstration une fois de plus dans cette crise liée à la pandémie du Covid-19 que la science ne ment pas. Vous pouvez y mettre toute la politique que vous voulez, vous pouvez y mettre toute la mauvaise foi que vous voulez, vous pouvez essayer d'attaquer l'individu parce que c'est quand même, lorsqu'on le voit, quelqu'un d'assez atypique, hein. Il ne fait pas les choses comme la plupart des grands médecins français, il ne s'habille pas comme eux, il ne parle pas comme eux, il ne se coiffe pas comme eux. Donc c'est déjà quelqu'un dans cet univers que l'on veut aseptiser, propre, clean, etc., intelligent, où on manie beaucoup la langue de bois, c'est quelqu'un qui ne le fait pas. Donc ça pose problème. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais montré, au cours de toute sa carrière, une quelconque accointance avec un groupe pharmaceutique. Et ça aussi, c'est un autre problème. Et donc c'est ce qui fait que malheureusement, on a voulu utiliser cette pandémie de la Covid-19 pour essayer de le nuire, pour essayer de détruire sa carrière. Malheureusement, lui, son combat, il l'a basé sur des faits scientifiques. Et donc, ces faits scientifiques sont avérés et ne peuvent pas faire l'objet d'une contestation. On a vu même, il faut pas l'oublier, avant, l'actuel ministre français de la Santé n'aime pas le professeur Raoult. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait mis toute sa pression après la publication de l'article dans The Lancet. Il avait mis la pression pour demander à l'Agence nationale du médicament de retirer l'utilisation de l'hydroxychloroquine contre l'avis du comité scientifique, Donc, il avait quand même décidé d'abroger ce décret-là et donc, on avait suspendu l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Mais le professeur Raoult, lui, il avait gardé sa position, il avait maintenu, il avait expliqué de manière très simple. J'ai reçu plus de 3697 patients et parmi eux, il n'y a que 0,5 taux de mortalité. Or, quand on prend les IHU, par exemple l'IHU de Paris, le taux de mortalité est à 17,5%. Donc, vraiment, les résultats sont là. La réponse est claire, elle est scientifique. Donc, il a les données de tous les patients qu'il a reçus, de tous les traitements qui ont été utilisés.
tous les patients n'ont pas été traités à l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. C'est en fonction des cas. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est que dès lors que le patient était testé positif, immédiatement, on le mettait sous hydroxychloroquine. Et c'est ce qui a permis de réduire considérablement la charge virale de cette maladie et d'avoir les résultats en termes de guérison qui sont les plus élevés de France. Je colle justement à ce que Jean-Paul dit avec le fait qu'il soit pas lisse, mais surtout par rapport au test. Par exemple, il te dit que la dame lui disait oui, mais vous êtes désormais une star, comme si c'est ce qu'il avait cherché, tu vois. Il lui a dit clairement que lui, s'il y a une chose, et il le dit, c'est de l'estime personnelle. S'il y a une reconnaissance qu'il a cherché, qu'il a toujours cherché, il n'y a pas un prix qu'il n'a pas eu, tu vois. S'il y a une reconnaissance qu'il a toujours cherché, c'est la reconnaissance de ses pairs. Parce que ses pairs scientifiques, en fait, ils voulaient qu'il voit le travail qu'il fait. C'est ça qui l'a toujours intéressé. Et la reconnaissance qu'il a aujourd'hui, genre du public, il a dit en toute honnêteté, ça ne lui a apporté que des problèmes en fait, plus de problèmes que de solutions. Et il ne l'a jamais cherché. Maintenant, elle lui a posé une question sur la politique. Disons que si on refaisait cette partie du coronavirus, qu'est-ce qu'il ferait différemment? Il a dit rien. Il referait tout comme lui-même il a fait. Maintenant, s'il fallait, du genre, elle lui a reposé la question sur comment le ministère a géré la chose et quelque chose qui m'a vraiment, vraiment intéressé, c'est qu'il a dit, et Jean-Paul le disait, les patients asymptomatiques. Tu sais, en France, on disait aux gens qu'on on te transfère en fait dans un institut médicalisé uniquement si tu commences à avoir si tu es en détresse respiratoire. Quand tu es asymptomatique, reste en quarantaine, reste chez toi et ainsi de suite. Il dit qu'à son avis, on n'aurait pas dû faire ça. Parce qu'on aurait du genre évité une grande partie de morts. Parce qu'il y a des patients qui sont certes asymptomatiques, mais les dégâts sur leurs poumons sont énormes. Et parfois, quand ils arrivent à l'hôpital, il est genre trop tard. Parce que le temps qu'ils ont été asymptomatiques, là, parce qu'on ne les a pas testés, ou qu'on a testés, mais qu'ils n'avaient pas de symptômes et tout, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on les a pas mis sous traitement. Or, lui, il a dit, une fois qu'on a testé les gens, quelqu'un est positif, directement tu le mets sous hydroxychloroquine, azithromycine, tu règles le problème. Et il te parlait toujours sur les statistiques, où il te parlait des médecins, je pense, il faut que je retrouve l'hôpital en question, avec qui il travaillait, qui eux, leur taux de mortalité au Covid concernait des patients de plus de 75 ans et était équivalent au taux de mortalité ou moindre même du taux de mortalité normal des patients genre sans Covid-19. Donc, eux, ils se sont vraiment battus pour qu'à chaque fois qu'un patient rentrait là-bas, ils n'ont pas du genre eu une courbe ascendante comme ça de mortalité, quoi. Parce que eux, une fois que tu es testé positif, symptomatique ou pas, on va pas attendre que tu t'étouffes. Allez, on te met directement sous traitement et ça réglait le problème. D'accord. Donc ça, c'était vraiment une donnée importante que tu vois, on n'a pas discuté de ça. On s'est dit que les patients qui ont le corona, c'est juste quand tu commences à t'étouffer que genre ça devient grave pour toi. Or, le temps que tu passes à la maison, le virus a le temps de détruire en fait tes poumons et autres. Et donc, quand tu arrives à l'hôpital, il est trop tard, quoi. Jean-Paul, on va revenir donc sur les 3 policiers. Oui, sur les 4 policiers. Il y a 4 qui ont interpellé, mais jusqu'à hier, seul Derek Chauvin avait été inculpé de meurtre, pas de meurtre, d'homicide au 3e degré. C'est-à-dire, je l'avais expliqué ici, que la personne donc n'était pas jugée responsable de la mort, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu l'intention de donner la mort à sa victime, mais il n'avait fait preuve d'une forme de lâcheté, d'une forme d'inhumanité vis-à-vis d'elle, et c'est cette réaction-là qui a entraîné la mort de la victime. Et ça avait suscité la colère des Américains, notamment de la famille de George Floyd. Et donc, l'avocat avait demandé une requalification de l'accusation et également que les 3 autres policiers qui étaient présents lors de cette interpellation-là soient également poursuivis pour les motifs d'association. Donc, c'est ce qui s'est passé hier, puisque le procureur en charge de l'affaire Keith Ellison a donc décidé de requalifier les poursuites à l'encontre de Derek Chauvin. Donc, il est maintenant poursuivi pour meurtre, donc homicide mais involontaire. Et puis, les 3 autres policiers qui étaient également présents au cours de cette interpellation ont eux également
étaient poursuivis et sont également poursuivis. Il faut savoir qu'il s'agit de Tutao, Alexander Quinn et Thomas Lane. Donc ces 3 policiers-là également sont poursuivis, mais pas pour homicide, mais plutôt pour complicité d'homicide. Et puis l'autre élément, c'est que la caution. La caution, merci. Sa caution a été relevée à $1 million. C'est pour révéler. $1 million. C'était, oui, parce qu'il faut savoir que... Et là, c'est la ville qui paye. Non, c'est pour la personne, c'est pour Derek Chauvin. Si son avocat voudrait le faire sortir, et si sa famille veut qu'il soit libre jusqu'au temps du procès, eh ben, elle devrait débourser la somme d'1 million de dollars. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a quelques années, il y avait vous vous rappelez Michael Brown, ce noir-là qui avait été tué par un policier blanc, eh ben, celui-ci, sa caution s'était élevé à $500 000 et je crois qu'il y avait eu une collecte de la part des Blancs de la ville et puis le gars ils avaient réuni les $500 000 et le gars était sorti. Et après, malheureusement, au cours de son procès, il y avait eu un non-lieu, donc il avait été déclaré non coupable. Et bien entendu, il a disparu dans la nature, puisque en plus de la collecte, il y a eu une collecte aussi pour les frais d'avocat et tout. Et puis le gars s'est retrouvé avec plusieurs centaines de milliers de dollars entre les mains, et puis il est parti parce qu'il ne pouvait plus vivre dans cette ville-là. Donc c'est pour un peu éviter que se reproduise ce schéma-là, que la caution de Derek Chauvin a été remonté jusqu'à $1 million. Mais il faut savoir que c'est le procureur qui propose et le juge qui valide, qui entérine. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, désormais, il n'y aura pas que Derek Chauvin qui passera à la barre, mais également les 4 policiers qui ont participé à l'interpellation de George Floyd, qui seront également devant le juge à partir du 8 juin prochain. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale sur la radio. Le pied de la capitale, on va en publicité, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.